Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour David Engels. Bonjour. Alors je rappelle, comme nous sommes de retour pour cette nouvelle année, j'en profite quand même pour rappeler que vous êtes auteur, au-delà d'être chroniqueur sur Radio Courtoisie, auteur de différents ouvrages dont Défendre l'Europe civilisationnelle, voilà, que les auditeurs peuvent se procurer dans toutes nos Alors, vous savez, chez qui est édité déjà Défendre l'Europe civilisationnelle, David Engels ? Chez Salvatore, Voilà. La maison d'édition Salvatore. Chers auditeurs, vous savez tout. Alors merci d'être avec nous donc une fois de plus ce matin. Et donc si je vous ai bien compris, vous allez remettre votre casquette de l'historien de Rome et nous parler de Trump, de Musk et de l'Antiquité classique. Oui, tout à fait, en tout cas un peu, car à Rome, le premier triumvirat scellait le destin de la République face au refus du Sénat de confirmer la réorganisation de l'Orient romain par le général victorieux Pompée. Celui-ci, désespéré, s'allia en secret avec son ennemi politique traditionnel, le richissime Crassus, pour conclure un marché. Si Pompée voyait sa réorganisation légalisée, Crassus obtiendrait des réformes politiques le rendant encore plus riche. Et afin de mettre en œuvre ce plan, et en plus doter tout le monde de commandements militaires, les rendant inattaquables de la part de leurs ennemis, l'on financerait un jeune homme politique sans scrupule. Le consul, c'était César. Les États-Unis, sous la houlotte de Trump et de Musk, respectivement également l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche de la Terre, vivent-ils un nouveau triumvirat, bien qu'à deux, un doumvirat? Et quelles seront les suites? Eh bien, lundi prochain, Donald Trump va être intronisé en tant que 47e président des États-Unis, et d'ores et déjà, il paraît clair que le potentiel de disruption, tout comme celui de reconfiguration du monde moderne, sera nettement plus important que lors de sa dernière présidence. Alors que celle-ci avait été placée sous le signe de la frustration, il semble que le mandat actuel sera plutôt caractérisé par le ressentiment et surtout la surcompensation, et ce, non seulement de la part du président, mais aussi de son entourage. En effet, il y a 10 ans, la présidence de Donald Trump avait été lourdement grévée à la fois par un certain amateurisme et un manque flagrant de personnel politique adéquat, laissant l'impression d'un président gouvernant essentiellement à coup de tweets et constamment bloqué dans l'exercice de sa charge par les médias, les juges, la bureaucratie et ses propres collaborateurs, dont la majorité était soit totalement inexpérimentée, soit même hostile face au président. Ainsi, même le projet phare du mandat, construction d'un mur pour endiguer le flot migratoire submergeant les États-Unis par le Mexique, n'avait pu être mené à terme. Il y a quelques mois encore, l'on pouvait s'attendre, à juste titre, à une simple réédition du premier mandat. Certains commentateurs spéculant même que Donald Trump commencerait sa présidence comme un genre de lame duck encore plus impuissant qu'il y a 10 ans, car la Constitution lui interdisait un deuxième mandat et l'empêcherait, enfin dans ce sens-là un troisième mandat, et l'empêcherait dès lors de mettre en œuvre des plans plus ambitieux. La réalité semble être très différente, comme le suggèrent les déclarations, nominations et même les actions des dernières semaines, pointant plutôt vers une radicalisation évidente, vouloir ouvertement annexer le Canada, le Panama et même le Groenland, à embarquer Trump sur un chemin de non-retour. La raison en est-elle la tentative d'assassinat avorté de Trump, qui l'a investi d'un charisme tout particulier dans le regard de ses adhérents et semble aussi avoir affecté la manière dont il comprend sa propre mission? Ou Trump avait-il déjà tiré auparavant les leçons de sa précédente présidence et s'était-il juré de remplacer les longues annonces confuses et finalement assez impotentes par des actions concrètes et bien ficelées? Toujours est-il que ces choix, en ce qui concerne les membres de son cabinet et avant tout sa collaboration avec Elon Musk, font état d'un courage politique insoupçonné. Et alors qu'il y a 10 ans, l'association similairement contestée avec Steve Bannon avait rapidement été rompue,
il est fort douteux que Trump, cette fois-ci, se sépare aussi rapidement de sa nouvelle équipe. Et ceci d'autant plus que Elon Musk, à la différence de Steve Bannon, est un véritable poids lourd au niveau du pouvoir concret et joue donc dans une ligue très différente, David Engels. Exactement, exactement. L'homme le plus riche du monde, capable à lui tout seul d'envoyer, il le croit en tout cas, des hommes sur Mars, quasi monopoliste de l'industrie automobile électrique, chef du plus grand réseau social du monde et à la pointe même de la technologie transhumaniste, Elon Musk représente l'homme faustien dans toute sa grandeur et toute sa misère, un véritable personnage de Jules Verne. Ainsi, fort de cet appui notable, il faut s'attendre tout d'abord à un raffermissement inouï du pouvoir des conservateurs sur la société américaine. Même si l'on estime que le Project 25 comme une théorie de conspiration, il est évident que cette fois-ci, Trump semble prêt à faire table rase de l'opposition de gauche et de faire tout pour installer ses adhérents dans les postes clés de la société, sans se limiter d'ailleurs uniquement à la politique. Ce combat sera sans doute rude, mais les bastions les plus importants sont déjà tombés avant même le début des affrontements. À la fois Bill Gates et Mark Zuckerberg se sont explicitement soumis au nouveau César américain et de très nombreux oligarques comme BlackRock, JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup se sont également indirectement ralliés à la cause trumpiste en quittant l'accord du Net Zero Investment, phare de l'idéologie écolo-gauchiste américaine. Cette soumission n'est pas seulement le fruit d'une quelconque peur, mais plutôt d'un changement de la direction du vent. Depuis quelques années déjà, les grands investisseurs semblent avoir compris que l'instrumentalisation de la politique démocratique dans des buts économiques s'approchait de sa fin. Pendant un certain temps, la migration de masse permettait de baisser les coûts salariaux, la politique identitaire tenait de potentiels opposants occupés par leurs combats internes, l'internationalisme rendait possible la délocalisation vers l'Asie et les réformes climatiques jouaient le jeu des grands investisseurs et entreprises. Mais aujourd'hui, la quasi-disparition de la classe moyenne, la désindustrialisation grandissante des États-Unis, la montée de la Chine, l'impact de la supercherie covidienne sur la crédibilité des élites et la formation d'un front populaire de droite ont changé la donne. Et les grands monopolistes ont compris qu'ils devaient se réadapter pour survivre. Ah oui, mais alors, quel est le secret de cette alliance entre Trump et Musk? Est-ce que vous avez des hypothèses, David Engels? Nous ne saurons probablement jamais ce que Donald Trump a dû promettre concrètement à Elon Musk en secret pour le rallier à sa cause, lui qui, il y a quelques années encore, s'était déclaré son opposant. Mais plus que probablement, nous ne nous trompons au mieux qu'à moitié en nous souvenant du premier triumvirat à Rome. Pompée et Crassus, Donald Trump et Elon Musk, dans les deux cas, nous avons une alliance de deux quasi-monopolistes qui combinent support politique et pouvoir financier et économique et qui, ensemble, peuvent changer le cours de l'histoire. Depuis de nombreuses années, j'avais prédit que le premier oligarque qui proposerait ses services à la droite en bénéficierait énormément s'il réussissait son pari. Et c'est ce que Elon Musk a très bien compris. En échange, Donald Trump a dû accepter un partenariat symétrique qui ne doit pas toujours être difficile à supporter pour un homme à la fois si ambitieux et narcissique. Alors que Steve Bannon pouvait être rejeté des auteurs de la Maison-Blanche dans les abîmes des milieux de l'extrême droite, Trump ne saura se défaire aussi rapidement d'Elon Musk. Supporter l'industrie de l'automobile électrique plutôt que les moteurs fossiles, rendre la NASA et l'armée américaine durablement dépendantes du bon vouloir de SpaceX et de ses satellites, permettre le renforcement du monopole de Twitter X sur l'opinion politique des États-Unis, donner carte blanche à Musk pour organiser une véritable proscription parmi ses ennemis et concurrents par le biais du prétendu contrôle de l'efficacité gouvernementale, et finalement accepter que Musk se fasse le porte-parole de la politique étrangère et du remodelage du paysage politique de la droite européenne. Voilà seulement quelques-uns des nombreux pouvoirs dont Trump a dû se défaire pour s'allier à l'homme le plus riche de la Terre. Faire barrage à une telle puissance qui, de fait, rend caduque toute séparation des pouvoirs n'a pas beaucoup de sens, surtout pour le moment, d'autant plus que les deux surfent sur une immense vague de popularité. Cela, les Zuckerberg et Gates de ce monde l'ont très bien compris et se sont soumis à ce couple, tout comme l'élite romaine s'est soumise au premier triumvirat. Pour un moment, car pour le moment, la lune de miel semble durer, mais pour combien d'années, voire combien de mois?
Pendant ce temps, il faut s'attendre à un remodelage fondamental de l'élite américaine, tout comme du paysage politique européen, et ce strictement sur le modèle qui jadis avait animé Pompée, Crassus et César. Que rien n'advienne dans la République qui ne soit agréable aux trois et que personne n'obtienne une position publique sans l'assentiment préalable des nouveaux maîtres. Certes, cela impliquera beaucoup de compromis au niveau du personnel politique, tout comme dans d'autres questions épineuses, notamment face à la Chine, qui contrôle indirectement une partie importante de l'empire d'Elon Musk. Mais ce qui semble évident, c'est que nous assisterons plus que jamais, comme à Rome, à la transformation d'une politique basée sur des choix idéologiques en une politique basée sur la loyauté à certains individus. Une transition vers une compétition entre Césars, où l'enjeu ultime ne sera non pas, ou du moins non pas principalement, la victoire d'un programme politique, mais d'une équipe ou d'une personne. Car une chose est sûre, qui a goûté un pouvoir d'une telle ampleur veut l'avoir pour lui tout seul, tôt ou tard, à Rome comme aux États-Unis. Effectivement, c'était assez inquiétant tout de même comme conclusion, David Engels. Merci pour cette chronique qui était une fois de plus très riche. On va continuer, nous, à suivre ce duo Elon Musk-Donald Trump. Et puis surtout, on doit espérer que l'Europe arrivera à se positionner en face de ces géants. Absolument, absolument. Et ça, c'est tout sauf gagné, parce que d'un côté, la gauche, si on veut, ou la gauche libérale, le fait sur les mauvais paramètres qui nous enfoncent encore plus dans la crise. Et la droite, je ne sais pas si elle comprend à la fois les dangers et les enjeux. Donc là, actuellement, il faut vraiment une remise à zéro conceptuelle de ce que nous voulons, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Et ça, nous n'avons plus beaucoup de temps si on veut garder un minimum au moins d'autonomie pour notre propre continent. Oui, parce qu'il y a une partie de la droite qui sanctifie presque ce duo Trump-Musk et les voit précisément comme les hommes providentiels qu'on attendait pour le sursaut européen. Or, eux se battent pour les États-Unis. Absolument, et ça c'est évidemment très typique pour la droite européenne. Malheureusement, c'est ce sentiment ou cette impression de dépendance. Soit on a l'impression qu'il faut s'allier absolument aux États-Unis et devenir un genre de satellite des Américains. Là, actuellement, avec Trump et Musk, évidemment, cette approche-là, à nouveau un peu le vent en poupe. Soit on a l'impression que c'est la Sainte Russie qui va nous sauver, mais d'un certain point de vue, on reste tout le temps dans la dépendance. Il y a relativement peu de voix qui veulent vraiment mettre en avant ce qui me semble la seule alternative, c'est-à-dire une Union européenne, ou en tout cas une fédération européenne très forte, très unie, très identitaire, si on veut, dans le sens d'une loyauté par rapport à sa propre civilisation. Cela me semble en tout cas la seule alternative, beaucoup plus que soit le retour à une trentaine de petits États-nations qui vont s'entretuer, ou David Engels, on doit... à la Russie, aux États-Unis. On doit s'arrêter. Merci pour ces conseils, en tout cas, et merci pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.